par Jardy Leclerc. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition des Alpes de la mi-journée. Nous irons à Saint-Gingolph, petit village franco-suisse qui a vécu une soirée presque idéale lors de l'Euro de football hier après un match nul entre la Suisse et la France. Ce village coupé en deux par la frontière partage tout, sauf le football justement, vous verrez. En Haute-Savoie, on s'apprête à un vote historique. 6 communes de l'agglomération d'Annecy pourraient fusionner pour n'en faire qu'une et devenir ce soir une ville de plus de 120 000 habitants. Et puis le musée de la Résistance de Grenoble propose Absence, une exposition photo qui commémore les victimes des dictatures d'Amérique du Sud dans les années 70. Des centaines de réfugiés sud-américains ont été accueillis en Isère et dans les Deux-Savoies à cette époque. 0-0 entre la Suisse et la France. Un match nul qui satisfait tout le monde. C'est en effet ce qui pouvait arriver de mieux pour la tranquillité des habitants de Saint-Gingolph, petite commune traversée par la frontière franco-suisse qui partage tout, l'église, le stade, le cimetière. Mais pour le football, chacun dans son camp. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Vorette. Allez, santé, 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 à la Suisse, victoire de la Suisse. Le match n'a pas encore commencé que sur les bords du Léman, on parie déjà sur un nul. Il faut dire que le village de Saint-Gingolph est unique. 800 Français, 900 Suisses se partagent le même territoire. Un pour tous pour un. Alors ça commence forcément par une Marseillaise, suivie par l'hymne suisse, et chacun s'identifie comme il peut. Il ne faut pas que la Suisse gagne pour que la France soit deuxième, sinon voilà. Le match nul, ça c'est bien. 0-0-1, 2-2. Cette particularité franco-suisse intrigue. Ce serait même devenu un atout touristique ce soir. C'est la première fois que je suis en France pour voir un match. Et comme la commune est moitié France et moitié Suisse, j'ai décidé de venir ici. 21h, les quais se vident et la salle des fêtes se colorie de rouge, de blanc et de bleu-blanc-rouge. Le président du FC Saint-Gingolph est sur la touche ce soir, derrière le bar. J'imagine un match fermé avec un but des Français, ça suffira à notre bonheur. Et le bonheur sera nul jusqu'à la première mi-temps. Ils n'ont pas marqué, mais il reste 45 minutes et on sait que les Français marquent en général entre la 89e ou la 89e et la 92e. Donc restons optimistes. Madame le maire côté français pose avec son homologue suisse, quelques tacles au passage, des petits pics, rien de bien méchant. Se charrier entre voisins ici, c'est sport national. Pour l'instant, je crains le match nul jusqu'au bout parce que c'est vrai que les deux équipes ont du mal à sortir. Les Suisses résistent et ils peuvent se montrer très offensifs. Donc ça promet une deuxième mi-temps intéressante. Et l'intéressant, toute la salle l'attend toujours. Beaucoup de chance, peu de suspense, mais pas de but. Il voulait que les deux équipes soient qualifiées, la France et la Suisse, donc il est content finalement de ce résultat. Et il aimerait une finale France-Suisse à l'Euro pour refêter le match ici à Saint-Gingolph. Il n'est pas le seul et ils y croient à une future rencontre amicale à l'image du match. En Isère, le corps d'un homme de 36 ans porté disparu depuis 2 semaines dans le secteur de la cascade de Bâton entre Livet-Gavet et Almont en Isère a été retrouvé hier par des secouristes. L'homme a été victime d'une chute en canyoning début juin. Sa compagne avait été retrouvée blessée 3 jours après leur disparition. Et puis Saint-Christophe-en-Oisans reste coupé du monde jusqu'à nouvel ordre. Suite à un éboulement survenu dimanche matin, la route en provenance de Manosque est fermée. Aucune victime, mais près de 200 personnes qui randonnaient dans le secteur ont dû être évacuées. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Fusionnera pas. Ce soir, c'est un vote historique qui va se dérouler en Haute-Savoie. 6 communes de l'agglomération annécienne, dont la ville d'Annecy, vont se prononcer pour une fusion ou pas. Si c'est le cas, c'est une commune de 122 000 habitants qui verrait le jour. Xavier Schmitt. La proposition avait créé la surprise en Haute-Savoie. Il y a 2 ans, en juin 2014, le député et maire d'Annecy-le-Vieux, Bernard Accoyer, lance l'idée de créer une sorte de Grand Annecy, la fusion des 13 communes de l'agglomération. Les principaux arguments sont économiques et politiques. Consolider le développement du territoire, mais aussi faire le poids au sein de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en compensant la baisse des dotations de l'État. 2 ans après, face aux oppositions, le projet de fusion a réduit sa voilure.
Ce soir, 6 communes seulement vont se prononcer pour ou contre par le vote des conseils municipaux. Annecy et 5 voisines, Annecy-le-Vieux, Sénaux, Crangevrier, Mettey et Pringy. Cette fusion est déjà qualifiée d'historique par ses promoteurs. Mais elle s'inscrit dans une réorganisation plus large, la nouvelle coopération intercommunale. La communauté d'agglomération d'Annecy va s'élargir en absorbant plusieurs communautés de communes. Cette nouvelle agglomération doit voir le jour le 1er janvier 2017, tout comme le Grand Annecy. Politique toujours, avec cette décision qui fait grincer des dents le monde de l'éducation. La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer l'ensemble des subventions accordées aux organismes de lutte contre le décrochage scolaire. À Grenoble, l'association La Bouture est directement impactée et sa vitrine, le CLEPT, un lycée expérimental unique en France, pourrait voir son avenir menacé. Jordan Guéant, Vincent Abran. L'annonce a été brutale, mais ce n'est rien par rapport à ses conséquences. L'association La Bouture va perdre 65 000 €, la moitié de son budget. Une décision couperet de la région, un coup dur porté à la lutte contre le décrochage scolaire. Comme ça, d'un trait de plume, sans aucune consultation. On n'a absolument pas été convoqué pour quoi que ce soit. Tout d'un coup, en Rhône-Alpes, M. Vauquier décide que ce n'est plus un sujet. En termes de chiffres par an, ça fait entre 1000 et 1200 coups de téléphone tous les ans. Des coups de téléphone qui durent des fois ça peut durer 45 minutes, des parents qui ont besoin de vérifier leurs droits, qui ont besoin de débriefer par rapport à un conseil de classe, qui ont besoin de débriefer par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs jeunes. Allez Aurélie, on s'installe. Car La Bouture assiste les parents, conseille les professionnels de l'orientation et surtout redonne confiance aux enfants. Notamment grâce au CLEPT de Grenoble, le collège-lycée élitaire pour tous, un établissement unique en France dédié aux décrocheurs. Presque. Allez Hugo, recommence, ça va bien se passer. Vas-y. Le CLEPT avec sa pédagogie alternative et ses 85% de réussite au bac. C'est quoi, une prime? Ouais, ça commence bien. C'est-à-dire que 110 000 jeunes chaque année se retrouvent hors tout et qu'il s'agit vraiment de se remonter les manches pour faire que ces jeunes soient de nouveau debout. Car aujourd'hui, La Bouture pourrait bien faner, même les subventions votées l'an dernier ont été gelées sans raison. Auvergne-Rhône-Alpes était pourtant une pionnière dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Et à ce propos, nous recevons Karine Gatelier de l'association ADA. Bonjour. Bonjour. Alors ADA comme accueil des demandeurs d'asile. Vous avez entendu ce chiffre annoncé par l'ONU ce matin, 65 millions de déplacés dans le monde. C'est un record absolu. C'est en 2016. Une réaction ? Oui, effectivement. Depuis l'an dernier, on médiatise et on parle beaucoup plus effectivement de ce phénomène des réfugiés, aussi parce qu'il nous atteint un peu plus en Europe qu'auparavant. Pas forcément plus en France d'ailleurs, mais effectivement plus en Europe. Alors, ADA, votre association fête ses 30 ans. De quelle façon ? Donc on a consacré toute la journée effectivement à cet anniversaire des 30 ans. On a bien sûr choisi pas par hasard cette date du 20 juin. Nous sommes invités à l'IEP, l'Institut des études politiques de Grenoble, et donc toute la journée nous avons des tables rondes à l'IEP. La première étant consacrée comme ça justement à un petit peu l'historique de l'association depuis sa création, puis toute l'évolution également. Le bilan donc. Voilà, l'évolution du cadre juridique également de cette demande d'asile. Cet après-midi, nous aurons une table ronde sur l'hébergement, qui est un des problèmes aigus que nous rencontrons dans ce suivi qu'on fait des demandeurs d'asile. Alors, 30 ans d'exercice, quel bilan justement tirez-vous après 3 décennies de travail ? Quel bilan ? D'abord que l'association a beaucoup grandi, a beaucoup grossi. À l'origine, c'est l'initiative de plusieurs personnes elles-mêmes impliquées dans diverses associations grenobloises. L'ODTI, le comité de soutien pour les réfugiés, le Secours catholique, le diaconat protestant, qui décident comme ça de créer une nouvelle association qui soit comme ça un peu le point focal pour l'ensemble des demandeurs d'asile qui avant s'adressaient à toute une série d'associations. Donc oui, en 30 ans, l'association a grandi. Elle a aujourd'hui plus de 100 adhérents. Plus de 60-70 bénévoles, dont 20-30 bénévoles actifs, et de plus en plus de dossiers à suivre. Combien par an à peu près de dossiers en ce qui vous concerne ? L'ADA reçoit entre 700 et 800 nouvelles demandes d'asile chaque année. Donc on va rappeler le rôle que vous jouez auprès de ces demandeurs d'asile. Il est quoi ? C'est une aide
pour qu'ils s'en sortent dans les démarches, notamment administratives. C'est un suivi. Donc un suivi juridique, administratif, un suivi social également, tout au long de leur procédure. Alors cette procédure dure assez longtemps, la moyenne actuellement est de 18 mois environ. Et donc on partage ce suivi avec l'État qui s'est ressaisi de la première étape de cette procédure, c'est-à-dire jusqu'à l'OFPRA, c'est-à-dire l'examen de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides. Et on continue au-delà, donc c'est l'ADA qui poursuit ce suivi au-delà de l'examen de la demande d'asile lorsque les demandeurs d'asile sont rejetés et donc veulent faire un recours devant la juridiction. Alors, un mot rapide sur les provenances des demandeurs d'asile de l'Isère notamment. Alors de façon assez constante, la première communauté des demandeurs d'asile en Isère vient du Congo RDC. D'autres pays de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale sont assez représentés également avec beaucoup de gens venant de la Guinée. Et puis également les Balkans et l'Asie centrale avec l'Afghanistan, l'Iran, etc. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, Madame Gatelier de l'ADA. Dans les années 70 et 80, l'Isère et les Deux-Savoies ont accueilli des centaines de réfugiés, ça peut vous intéresser, des réfugiés sud-américains opposant au régime militaire de l'époque. Et à ce propos, le musée de la Résistance de Grenoble présente une exposition intitulée Absence. C'est un travail photographique en hommage aux disparus des dictatures argentines et brésiliennes. Damien Borelli, Franck Serroni. Laura avait 11 mois quand ses parents, Orlando et Laetitia, ont été arrêtés, torturés et tués par un commando militaire de la junte argentine en 78. Comme eux, des dizaines de milliers d'opposants politiques ont disparu entre les années 60 et 80. Lui-même, frère d'un disparu, le photographe argentin Gustavo Germano a voulu rendre hommage à ses absents en créant un parallèle saisissant. À partir de portraits de famille pris à l'époque, il a fait poser les mêmes protagonistes 30 ou 40 ans après, dans le même décor, avec la même posture. Mais sur chaque cliché, il manque un être cher. L'idée, c'est d'aller au-delà du simple portrait de disparu, d'élargir le champ à l'entourage des victimes. Cela permet de montrer comment l'univers affectif et familial a été profondément marqué par ces disparitions forcées. Ces espaces vides symbolisent une absence que rien ne peut combler. Dévoilée pour la première fois dans un musée français, l'expo Absence a été montée avec le collectif Mémoire, Vérité, Justice et l'association grenobloise de solidarité avec le peuple argentin. Si ce travail est présenté au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, c'est aussi parce qu'il y a des liens avec la population locale et une partie de cette population qui est originaire de pays sud-américains, qui s'est exilée dans le contexte des années 70-80, notamment venus d'Argentine et du Chili. Quelques centaines en fait d'exilés qui ont en commun d'avoir dû quitter leur pays natal pour échapper à la répression. Comment faire le deuil de disparus dont les corps n'ont jamais été retrouvés ? Derrière la mise en lumière des victimes et de leurs familles, le travail de Gustavo Germano interroge aussi l'impunité des responsables de cette sanglante répression. Mon travail traite de la mémoire, mais il ne doit pas occulter d'autres aspects. L'importance des poursuites pénales, la recherche des corps des disparus ou la question de l'impunité. Contrairement à l'Argentine qui a jugé certains généraux, le Brésil et sa loi d'amnistie continuent de garantir l'impunité aux bourreaux. Sobre et bouleversante, l'expo Absence se dévoile au musée de la Résistance à Grenoble jusqu'au 17 octobre. Et maintenant, place à Alpes Express, la chronique frontalière de Fabrice Liégard. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel. Alors c'était l'événement hier soir en Italie avec un big bang politique aux élections municipales. Le mouvement populiste 5 étoiles a conquis 2 grandes villes du pays. Si Daniel, le mouvement Cinque Stelle du comique Beppe Grillo a vraiment réalisé le hold-up parfait sur ces municipales. Alors pas lui directement, mais ces 2 jeunes femmes que vous voyez là, elles s'affichaient ce matin à la une du quotidien La Stampa de Turin. À gauche, vous voyez Virginia Raggi. La victoire de la jeune avocate romaine était attendue. Au premier tour, elle avait déjà plus de 10 points d'avance sur son rival du parti de Matteo Renzi. Mais la grande surprise, eh bien, c'est cette jeune turinoise que vous voyez là à droite, Chiara Appendino, 31 ans seulement. Elle a pris Turin, pourtant bastion du Parti démocratique. À l'issue du premier tour, c'est elle pourtant qui avait 10 points de retard sur son rival et au final 10 points d'avance. Autant dire que devant l'hôtel de ville de Turin, hier soir, la fête de ses supporters était à la hauteur de leur surprise. Je vous propose d'ailleurs de les écouter.
Alors ce qu'ils disent, onesta, ça veut dire honnêteté, hein, tout un symbole qui veut dire beaucoup après les différents scandales qui ont émaillé la vie politique italienne depuis les années Berlusconi, car dans la montée en puissance de ce mouvement Cinque Stelle, né il n'y a pas 10 ans, c'est un mouvement jeune, eh bien il y a d'abord la dénonciation d'un monde politique coupé de ses électeurs. Écoutez d'ailleurs les premiers mots prononcés par la nouvelle maire de Turin hier soir. Nous avons avant tout le devoir de recoudre une ville profondément blessée en tissant un nouveau lien entre les citoyens et leurs élus. En tant que maire, je ne pourrai pas résoudre toutes les difficultés, mais tous auront le droit à mon écoute. Je serai le maire de tous les Turinois. Alors peut-on imaginer, Fabrice, quelles sont les conséquences de ces élections pour nous, Français ? Alors Daniel, la première conséquence directe, eh bien, c'est pour le futur de la construction du grand TGV Lyon-Turin, car le mouvement Cinque Stelle est l'un des piliers du mouvement Notave, ces fameux opposants qui ne cessent d'organiser des manifestations dans le Val de Suse. Chez nous, il y avait déjà le maire de Grenoble qui récemment s'était positionné contre cet ouvrage. Eh bien maintenant, c'est au tour de l'un des deux axes, l'une des deux villes de cette ligne, Turin, et Chiara Pendino pèsera de tout son poids pour au moins compliquer la vie déjà passablement agitée de cette grande vitesse européenne. Et dans le reste de l'actualité transfrontalière, Fabrice, un petit village dont le nom sonne comme un téléphone et qui en a profité pour se faire un joli coup de pub. Oui, alors Daniel, connaissez-vous Tchlin ? Pas encore. Eh bien, c'est dans le canton des Grisons et je vous rassure, aucun Suisse ne le connaît mieux que vous. C'est justement pour cette raison que l'Office du tourisme du village a eu l'idée de lancer sur Internet cette vidéo que vous voyez là. On y voit les 166 habitants témoigner de la réputation de leur village comme étant le plus calme de Suisse. Et ils mettent au défi leurs compatriotes d'appeler la seule cabine téléphonique du village. Une cabine qui sonne tellement fort que tout le village l'entend. D'ailleurs, conclut-il, si personne ne répond, les villageois s'engagent à accueillir en séjour l'auteur de l'appel. L'opération est terminée, je peux vous dire que personne... Pour vous aussi, c'est terminé. Merci Fabrice. Voilà. Le reportage Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes du jour nous emmène aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine pour une très belle histoire. C'est dans la Loire. Regardez. Détour de Saint-Ouen, au coteau de la Loire. Changement radical d'environnement pour ce bébé tigre. À son arrivée au refuge, un soigneur a nourri et examiné l'animal. Attends. Voilà, laisse respirer la tétine, baby. Et le petit félin est en bonne santé, il devait être bien traité. Laisse respirer la tétine. Attends, regarde. Il a été ballotté de main à main, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il est très... il s'approche de tout le monde. On en a récupéré les plus vieux qui avaient une peur phobique de l'homme, quoi. On est arrivé à retisser le lien, mais ça a été dur. Lui, non. À peine 4 mois, et déjà un début de vie rocambolesque pour cette boule de poil. Ces anciens propriétaires de jeunes dealers monnayaient des selfies pour 5 €. Ce sont des images sur les réseaux sociaux qui ont alerté les associations de protection des animaux et les policiers. Tous recherchaient le bébé tigre de Saint-Ouen, finalement retrouvé à Noisy-le-Sec. Ce tigre devait être saisi dans la nuit de mardi à mercredi. Or, au moment de la saisie par les policiers, il n'y avait plus de tigre. Et le mercredi, une dame qui roula en voiture sur une route à Paris a vu une caisse qui bougeait. Elle était allée voir et il y avait le tigre dans la caisse. Un félin, probablement acheté auprès d'un cirque itinérant, un scénario courant pour Pierre Tivillon. Son refuge est unique en France. Ses pensionnaires, 15 fauves et 70 singes, ont tous fait l'objet de saisies. Mais oui, vous êtes des petits, mais oui. Des petits protégés de plus en plus difficiles à placer. Ça va aller la forme ? Les parcs zoologiques aujourd'hui sont plus intéressés à faire reproduire des animaux de pure race. On veut élever du tigre de Sibérie ou du tigre du Bengale, pas des croisements. Donc voilà, nous les avons, tant pis, on les assumera. Une nouvelle famille pour le petit dernier, qui attire toujours autant les objectifs, mais cette fois-ci en toute légalité. Et tout est bien qui finit bien, comme on dit. Prochain journal des Alpes, 19h, ce sera en compagnie de Pauline Allo. Bonne journée à tous et à demain à midi.